l'histoire du soir. Que faire quand on n'a ni fortune ni patrimoine et que l'on souhaite s'affranchir du quotidien et de ses tristes habitudes? Faire preuve d'imagination reste sans aucun doute la seule alternative. C'est ce qu'avait fait Matisse quand, dès ses 17 ans, il comprit ce que ne serait pas sa vie. Il ne serait jamais un inventeur novateur tel Roland Moreno et sa carte à puce, qui vivrait sur la rente d'une invention génialissime et révolutionnerait son époque. Son esprit était bien trop cartésien, et son caractère pas assez entreprenant pour ça. Il avait un état d'esprit plutôt conservateur, sans être un réactionnaire. Se satisfaire de ce qu'il avait lui convenait parfaitement. Il ne serait pas non plus un sportif de haut niveau. La performance physique, ce n'était pas son truc. Il aimait bien aller à la piscine de temps en temps, mais faire les 20 kilomètres nécessaires pour s'y rendre était un sérieux frein. Jouer au foot, comme presque tous ses camarades, ne lui plaisait pas. D'ailleurs, il n'y avait pas de club du tout chez lui. La rue était le seul terrain disponible. Pas gênés par la circulation dans ce coin reculé d'Aquitaine, les jeunes joueurs l'occupaient régulièrement, malgré les remarques râleuses de quelques vieux intolérants. Serait-il finalement un écrivain de renom? Assurément non. Hormis les journaux régionaux, il ne lisait quasiment rien. Alors pour ce qui est d'écrire, il le faisait déjà bien assez à l'école, pensait-il. Avec sa sœur, ils avaient passé leur enfance dans un petit village de Charente, peuplé d'à peine 600 habitants. Seule une école maternelle égayait ce village plutôt terne. Après ses 6 ans, il fallait aller dans l'école élémentaire du village d'à côté, située tout de même à quelques kilomètres. Le car scolaire, conduit par celui que tout le monde, des plus jeunes aux vieillards, appelait Paolo, était incontournable. C'était un moment festif que ce ramassage. Passer de village en village pour récupérer 4 ou 5 enfants, c'était agréable pour ces élèves délocalisés. Paolo était devenu une forme de célébrité locale. En plus de 30 ans de carrière, il en avait vu passer des frimousses. Et puis il faut dire qu'il ne transportait pas que les enfants. Lors des rares sorties organisées pour les gens à la retraite, les seniors, comme il est bon de dire maintenant, c'est lui qui œuvrait encore. Il fallait tout de même pour cela que les 3 ou 4 villages alentours se mettent d'accord sur une destination et surtout sur un financement commun. Le choix de Paolo ne se discutait pas. Il était le meilleur conducteur, le plus drôle et le plus sympathique. Il demandait des nouvelles de la famille à chacun d'eux comme s'il en faisait partie. Il était capable de nommer chacun de ses passagers par son prénom. Tout le monde le plébiscitait. La seule fois où il avait fallu prendre quelqu'un d'autre parce qu'il était malade, son remplaçant fut injustement dénigré juste à cause d'une station de radio qu'il avait refusé de changer. Heureusement pour lui, Paolo avait par la suite pris sa défense en assumant cette décision qui n'avait pourtant pas été la sienne. Matisse avait été ce qu'on a coutume d'appeler un bon élève sérieux, ni plus ni moins. De ceux qui suivent leur petit bonhomme de chemin sans faire de vagues. De ceux dont les enseignants oublient assez vite le nom une fois l'année scolaire terminée. Mais de ceux qui, conscients de leurs qualités et de leurs défauts, travaillent régulièrement sans se prendre pour des surdoués et qui par conséquent s'en sortent toujours. C'est juste après son bac qu'il se retrouva face à son destin. Ses parents avaient formé une famille aimante et attentionnée, tant avec lui qu'avec sa sœur, son aînée de 3 ans. Maintenant qu'il avait ce socle de connaissances indispensable à tout citoyen, que voulait-il faire? Poursuivre ses études ou se lancer dans la vie active comme sa sœur? La seconde option était bien évidemment la plus immédiate
et d'une certaine manière la plus facile. Ici, il trouverait sans trop de difficulté un métier rural, certes mal rémunéré, mais au moins il aurait la certitude de le garder autant qu'il le souhaiterait. Il aurait alors une vie réglée comme du papier à musique, mais pas très excitante. Viendrait permis de conduire, voiture, mariage, achat d'une maison, venue au monde de 2 ou 3 enfants, etc. Vraiment rien de très attirant pour lui. L'option études était tentante pour lui qui avait secrètement l'ambition de se sortir de ce cadre de vie peu original et monotone. Mais elle incluait une série d'obstacles difficiles à franchir. Tout d'abord, quelles études? Ce qu'il aimait, c'était s'occuper des enfants du village quand les adultes étaient collectivement retenus pour autre chose. Lors du conseil municipal, par exemple. Il avait tenu ce rôle plusieurs fois et y avait pris goût. Les enfants le lui rendaient bien et il était apprécié également de leurs parents. Lors de la fête de fin d'année de l'école maternelle, son stand de jeu était constamment occupé. Les tout-petits l'aimaient bien. Son autre plaisir depuis ses 14 ans, c'était avec ses propres connaissances, forcément restreintes pour l'instant, d'analyser les cartes météorologiques présentées à la télévision. Il se bouchait les oreilles et uniquement en regardant les cartes essayait d'anticiper sur ce qu'allait annoncer le présentateur ou la présentatrice du jour. Il écrivait ses prévisions météorologiques sur un carnet dédié à cela. Ensuite, avec sa sœur, il comparait ce qu'il avait noté avec ce qui avait été réellement dit. Assez vite, ils s'aperçurent qu'il savait plutôt bien décrypter ces fameuses images satellites et du même coup anticiper de manière assez juste sur les annonces du jour. Il apprit aussi, grâce à l'un de ses grands-pères, à repérer le sens du vent. Il demanda un délai de réflexion le temps des vacances d'été et en profita pour se faire embaucher en juillet en tant qu'animateur stagiaire dans la première ville voisine possédant une organisation du type centre de loisirs. Cela lui plut, mais pas au point d'envisager d'en faire un métier. Il en avait le goût, mais pas la vocation. Léna lui rappela que pour sortir de son cadre de vie actuel, ce n'était pas le mieux. Alors fin août, après avoir effectué quelques recherches, il annonça à sa famille qu'il voulait être météorologue. Le grade d'ingénieur avec son niveau Bac+4 lui parut inaccessible. À juste titre, ne serait-ce que pour des raisons financières. Il connaissait également ses limites intellectuelles et la lucidité faisait partie de ses nombreuses qualités. Être technicien avec 2 ans d'études post-bac lui semblait atteignable. Il pourrait, durant 2 ans, poursuivre des petites missions de garde d'enfants ou d'animation. Cela l'aiderait à financer ses études et à soulager la famille. Son père et sa mère furent à la fois surpris et fiers devant cette décision. Ils l'aideraient de leur mieux, mais cachèrent mal leurs émotions. Tous deux savaient qu'ils devraient pour cela passer en internat dans la grande ville du département, d'où inéluctablement une séparation familiale peut être délicate à intégrer. Ces amourettes d'adolescents avaient eu et gardé une forme classique. Toutefois, sa relation avec Anna était particulière. Ils s'étaient fait remarquer tous les deux en arrivant en léger retard le jour de leur première rentrée. Pas idéal comme entrée en matière dans un établissement inconnu d'une ville inconnue avec un professeur inconnu. Ils se retrouvèrent forcément à la même table, juste devant, puisque ce sont toujours ces places-là qui sont occupées en dernier par les élèves. Une certaine complicité était née de cet incident. Après la première heure de cours, qui est essentiellement une heure de présentation, la pause fut la bienvenue. Il demanda évidemment à Anna d'où elle venait et pourquoi elle était arrivée elle aussi après l'heure prévue. Comme lui, elle n'habitait pas la ville, mais un hameau situé le long de l'Issoire
qui est un affluent de la Vienne. Anna lui demanda d'où il venait. Il saisit la balle au bond pour lui révéler que lui aussi s'était baigné gamin dans cette rivière qui longeait son village près de Confolens. Anna eut un grand sourire à l'évocation de cette ville qu'elle connaissait bien. Sa grand-mère y demeurait encore. La sonnerie de reprise stoppa ces évocations nostalgiques. Au fil de l'année, mais assez rapidement, tous les élèves formèrent un groupe uni. Quand l'un d'entre eux était souffrant, il y en avait toujours un ou une qui n'habitait pas loin et qui dépannait le ou la malade. L'objectif qu'ils avaient solidairement fixé, c'était d'avoir 100% de réussite à leur examen. L'un d'entre eux dut malheureusement stopper cette aventure à cause d'un déménagement non prévu. Mais cela n'enleva rien à leur motivation. Solidaires, ils l'étaient aussi dans le travail. De plus en plus, Anna et Mathis travaillaient ensemble. Mathis se confia à sa sœur sur ses sentiments. Léna sentit dans les paroles de son frère une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie jusque-là. Il ne faisait aucun doute pour elle qu'une vraie relation amoureuse se nouait entre Mathis et Anna. Elle trouva sans difficulté une occasion de la rencontrer apparemment fortuitement et s'en trouva rassurée. Cette fille est une fille bien, pensa-t-elle. Léna en conclut donc qu'il était temps de ne pas, et sans doute de ne plus jamais, se mêler de la vie intime de son petit frère devenu un jeune adulte. Il saurait maintenant faire la part des choses entre sa vie personnelle et ses études. Effectivement, il réussit son examen avec brio. Mathis la présenta à ses parents. Ils l'accueillirent naturellement, avec leur gentillesse habituelle, sans effusion inutile, mais chaleureusement. Après quelques mois, ils furent tous les deux embauchés et s'épanouissaient dans leur métier, et c'était bien là le principal. Leur situation stabilisée, ils s'installèrent justement à Confolens, cette petite ville de 2000 habitants. L'histoire du soir. Cette question du latin dont on nous abrutit depuis quelque temps me rappelle une histoire de ma jeunesse. Je finissais mes études chez un marchand de soupe d'une grande ville du centre, à l'institution Robineau, célèbre dans toute la province par la force des études latines qu'on y faisait. Depuis 10 ans, l'institution Robineau battait à tous les concours le lycée impérial de la ville et tous les collèges des sous-préfectures. Et ces succès constants étaient dus, disait-on, à un pion, un simple pion, M. Picdan, ou plutôt le père Picdan. C'était un de ces demi-vieux tout gris, dont il est impossible de connaître l'âge, et dont on devine l'histoire à première vue. Entrer comme pion à 20 ans dans une institution quelconque, afin de pouvoir pousser ses études jusqu'à la licence et jusqu'au doctorat ensuite, il s'était trouvé engrainé de telle sorte dans cette vie sinistre qu'il était resté pion toute sa vie. Mais son amour pour le latin ne l'avait pas quitté et le harcelait à la façon d'une passion malsaine. Il continuait à lire les poètes, les prosateurs, les historiens, à les interpréter, à les pénétrer, à les commenter, avec une persévérance qui touchait à la manie. Un jour, l'idée lui vint de forcer tous les élèves de son étude à ne lui répondre qu'en latin. Et il persista dans cette résolution jusqu'au moment où ils furent capables de soutenir avec lui une conversation entière, comme ils l'eussent fait dans leur langue maternelle. Il les écoutait ainsi qu'un chef d'orchestre écoute répéter ses musiciens, et à tout moment frappant son pupitre de sa règle. « Monsieur le frère, vous faites un solécisme. Vous ne vous rappelez donc pas la règle. Monsieur Plantel, votre tournure de phrase est toute française et nullement latine. Il faut comprendre le génie d'une langue. Tenez,
Écoutez-moi. » Or il arriva que les élèves de l'institution Robineau emportèrent en fin d'année tous les prix de thème, version et discours latins. L'an suivant, le patron, un petit homme rusé comme un singe, dont il avait d'ailleurs le physique grimaçant et grotesque, fit imprimer sur ses programmes, sur ses réclames, et peindre sur la porte de son institution « Spécialité d'études latines ». 5 premiers prix remportés dans les 5 classes du lycée. 2 prix d'honneur au concours général avec tous les lycées et collèges de France. Pendant 10 ans, l'institution Robineau triompha de la même façon. Or mon père, alléché par ses succès, me mit comme externe chez ce Robineau, que nous appelions Robinetto ou Robinettino, et me fit prendre des répétitions spéciales avec le père Picdan, moyennant 5 francs l'heure, sur lesquels le pion touchait 2 francs et le patron 3 francs. J'avais alors 18 ans et j'étais en philosophie. Ces répétitions avaient lieu dans une petite chambre qui donnait sur la rue. Il advint que le père Picdan, au lieu de me parler latin comme il le faisait à l'étude, me raconta ses chagrins en français. Sans parents, sans amis, le pauvre bonhomme me prit en affection et versa dans mon cœur sa misère. Jamais depuis 10 ou 15 ans, il n'avait causé seul à seul avec quelqu'un. « Je suis comme un chêne dans un désert, » disait-il. « Sicut quercus in solitudine. » Les autres pions le dégoûtaient. Il ne connaissait personne en ville, puisqu'il n'avait aucune liberté pour se faire des relations. Pas même les nuits, mon ami. Et c'est le plus dur pour moi. Tout mon rêve serait d'avoir une chambre avec meubles, mes livres, de petites choses qui m'appartiendraient et auxquelles les autres ne pourraient pas toucher. Et je n'ai rien à moi, rien que ma culotte et ma redingote, rien, pas même mon matelas et mon oreiller. Je n'ai pas 4 murs où m'enfermer, excepté quand je viens pour donner une leçon dans cette chambre. Comprenez-vous ça, vous? Un homme qui passe toute sa vie sans avoir jamais le droit, sans trouver jamais le temps de s'enfermer seul, n'importe où, pour penser, pour réfléchir, pour travailler, pour rêver. Ah mon cher, une clé. La clé d'une porte qu'on peut fermer, voilà le bonheur, le voilà, le seul bonheur. Ici, pendant le jour, l'étude avec tous ces galopins qui remuent, et pendant la nuit le dortoir avec ces mêmes galopins qui ronflent. Et je dors dans un lit public au bout des 2 fils de ces lits de polissons que je dois surveiller. Je ne peux jamais être seul, jamais. Si je sors, je trouve la rue pleine de monde, et quand je suis fatigué de marcher, j'entre dans un café plein de tumeurs et de joueurs de billard. Je vous dis que c'est un bagne. Je lui demandai. Pourquoi n'avez-vous pas fait autre chose, monsieur Picdan? Il s'écriait. Et quoi, mon petit ami? Quoi? Je ne suis ni bottier, ni menuisier, ni chapelier, ni boulanger, ni coiffeur. Je ne sais que le latin, moi, et je n'ai pas de diplôme qui me permette de le vendre cher. Si j'étais docteur, je vendrais 100 francs ce que je vends 100 sous, et je le fournirais sans doute de moins bonne qualité, car mon titre suffirait à soutenir ma réputation. Parfois, il me disait « Je n'ai de repos dans la vie que les heures passées avec vous. Ne craignez rien, vous n'y perdrez pas. À l'étude, je me rattraperai en vous faisant parler 2 fois plus que les autres. » Un jour, je m'enhardis et je lui offris une cigarette. Il me contempla d'abord avec stupeur, puis il regarda la porte. « Si on entrait, mon cher. »« Eh bien, fumons à la fenêtre, lui dis-je. Et nous allâmes nous accouder à la fenêtre sur la rue, en cachant au fond de nos mains arrondies en coquilles les minces rouleaux de tabac. En face de nous était une boutique de repasseuses,
4 femmes en caraco blanc promenaient sur le linge étalé devant elles, le fer lourd et chaud qui dégageait une buée. Tout à coup, une autre, une 5e, portant au bras un large panier qui lui faisait plier la taille, sortit pour aller rendre aux clients leurs chemises, leurs mouchoirs et leurs draps. Elle s'arrêta sur la porte, comme si elle eût été fatiguée déjà, puis elle leva les yeux, sourit en nous voyant fumer, et nous jeta de sa main restée libre un baiser narquois d'ouvrière insouciante. Et elle s'en alla d'un pas lent, entraînant ses chaussures. C'était une fille de 20 ans, petite, un peu maigre, pâle, assez jolie, l'air gamin, les yeux rieurs sous des cheveux blonds mal peignés. Le père Picdan, ému, murmura : « Quel métier pour une femme, un vrai métier de cheval !» Et il s'attendrit sur la misère du peuple. Il avait un cœur exalté de démocrate sentimental, et il parlait des fatigues ouvrières avec des phrases de Jean-Jacques Rousseau et des larmoiements dans la gorge. Le lendemain, comme nous étions accoudés à la même fenêtre, la même ouvrière nous aperçut et nous cria : « Bonjour, les écoliers », d'une petite voix drôle, en nous faisant la nique avec ses mains. Je lui jetai une cigarette qu'elle se mit aussitôt à fumer. Et les 4 autres repasseuses se précipitèrent sur la porte, les mains tendues, afin d'en avoir une aussi. Et chaque jour, un commerce d'amitié s'établit entre les travailleuses du trottoir et les feignants de la pension. Le père Picdan était vraiment comique à voir. Il tremblait d'être aperçu car il aurait pu perdre sa place, et il faisait des gestes timides et farces, toute une mimique d'amoureux sur la scène, à laquelle les femmes répondaient par une mitraille de baisers. Une idée perfide me germait dans la tête. Un jour, en entrant dans notre chambre, je dis tout bas au vieux pion : « Vous ne croiriez pas, monsieur Picdan, j'ai rencontré la petite blanchisseuse, vous savez bien, celle au panier, et je lui ai parlé. » Il demanda, un peu troublé par le ton que j'avais pris : « Que vous a-t-elle dit ?» Elle m'a dit, mon Dieu, elle m'a dit qu'elle vous trouvait très bien. Au fond, je crois qu'elle est un peu amoureuse de vous. Je le vis pâlir. Il reprit : « Elle se moque de moi, sans doute. Ces choses-là n'arrivent pas à mon âge. » Je dis gravement : « Pourquoi donc ? Vous êtes très bien. » Comme je le sentais touché par ma ruse, je n'insistai pas. Mais chaque jour, je prétendis avoir rencontré la petite et lui avoir parlé de lui, si bien qu'il finit par me croire et par envoyer à l'ouvrière des baisers ardents et convaincus. Or il arriva qu'un matin, en me rendant à la pension, je la rencontrai vraiment. Je l'abordai sans hésiter, comme si je la connaissais depuis 10 ans. « Bonjour, mademoiselle, vous allez bien ? » ?»« Fort bien, monsieur, je vous remercie. »« Voulez-vous une cigarette ? » ?»« Oh, pas dans la rue. Vous la fumerez chez vous. Alors, je veux bien. » »« Dites donc, mademoiselle, vous ne savez pas ? » ?»« Quoi donc, monsieur ? » ?»« Mon vieux professeur. Le père Picdan. » »« Oui, le père Picdan. Vous savez donc son nom ? » ?»« Parbleu, eh bien, il est amoureux de vous. » Elle se mit à rire comme une folle et s'écria : « C'te blague. » »« Mais non, ce n'est pas une blague. Il me parle de vous tout le temps des leçons. Je parie qu'il vous épousera, moi. » Elle cessa de rire. L'idée du mariage rend grave toutes les filles. Puis elle répéta incrédule : « C'te blague. Je vous jure que c'est vrai. » Elle ramassa son panier posé devant ses pieds. « Eh bien, nous verrons, dit-elle, et elle s'en alla.
Aussitôt entré à la pension, je pris à part le père Picdan. Il faut lui écrire, elle est folle de vous. Et il écrivit une longue lettre, doucement tendre, pleine de phrases et de périphrases, et de métaphores et de comparaisons, de philosophie et de galanterie universitaire. Un vrai chef-d'œuvre de grâce burlesque que je me chargeai de remettre à la jeune personne. Elle la lut avec gravité, avec émotion, puis elle murmura. « Comme il écrit bien, on voit qu'il a reçu de l'éducation. C'est-il vrai qu'il m'épouserait ?» Je répondis intrépidement. « Parbleu, il en perd la tête. » Alors, il faudrait qu'il m'invite à dîner dimanche à l'île des Fleurs. Je promis qu'elle serait invitée. Le père Picdan fut très touché de tout ce que je lui racontai d'elle. J'ajoutai: « Elle vous aime, monsieur Picdan, et je la crois une honnête fille. Il ne faut pas la séduire et l'abandonner ensuite. » Il répondit avec fermeté: « Moi aussi, je suis un honnête homme, mon ami. » Je n'avais, je l'avoue, aucun projet. Je faisais une farce d'écolier et rien de plus. J'avais deviné la naïveté du vieux pion, son innocence et sa faiblesse. Je m'amusais sans me demander comment cela tournerait. J'avais 18 ans et je passais pour un madré farceur au lycée depuis longtemps déjà. Donc il fut convenu que le père Picdan et moi partirions en fiacre jusqu'au bac de la Queue de Vache. Nous y trouverions Angèle, et je les ferais monter dans mon bateau car je canotais en ce temps-là. Je les conduirais ensuite à l'île des Fleurs où nous dînerions tous les trois. J'avais imposé ma présence pour bien jouir de mon triomphe, et le vieux, acceptant ma combinaison, prouvait bien qu'il perdait la tête en effet en exposant ainsi sa place. Quand nous arrivâmes au bac, où mon canot était amarré depuis le matin, j'aperçus dans l'herbe, ou plutôt au-dessus des hautes herbes, une ombrelle rouge énorme, pareille à un coquelicot monstrueux. Sous l'ombrelle, nous attendait la petite blanchisseuse endimanchée. Je fus surpris. Elle était vraiment gentille, bien que palote, et gracieuse, bien que d'allure un peu faubourienne. Le père Picdan lui tira son chapeau en s'inclinant. Elle lui tendit la main, et ils se regardèrent sans dire un mot. Puis ils montèrent dans mon bateau, et je pris les rames. Ils étaient assis côte à côte sur le banc d'arrière. Le vieux parla le premier. « Voilà un joli temps pour une promenade en barque. » Elle murmura: « Oh oui. » Elle laissait traîner sa main dans le courant, effleurant l'eau de ses doigts qui soulevaient un mince filet transparent, pareil à une lame de verre. Cela faisait un bruit léger, un gentil clapot le long du canot. Quand on fut dans le restaurant, elle retrouva la parole et commanda le dîner. Une friture, un poulet et de la salade. Puis elle nous entraîna dans l'île qu'elle connaissait parfaitement. Alors, elle fut gaie, gamine, et même assez moqueuse. Jusqu'au dessert, il ne fut pas question d'amour. J'avais offert du champagne, et le père Picdan était gris. Un peu partie elle-même, elle l'appelait Monsieur Piquenet. Il dit tout à coup: « Mademoiselle, Monsieur Raoul vous a communiqué mes sentiments. » Elle devint sérieuse comme un juge. « Oui, monsieur. Y répondez-vous? » On ne répond jamais à ces questions-là. Il soufflait d'émotion et reprit: « Enfin, un jour viendra-t-il où je pourrai vous plaire? » Elle sourit. « Gros bête, vous êtes très gentil. Enfin, mademoiselle, pensez-vous
que plus tard nous pourrions... Elle hésita une seconde, puis d'une voix tremblante. C'est pour m'épouser que vous dites ça, car jamais autrement, vous savez. Oui, mademoiselle. Eh bien, ça va, monsieur Piqueney. C'est ainsi que ces deux étourneaux se promirent le mariage par la faute d'un galopin. Mais je ne croyais pas cela sérieux, ni eux non plus peut-être. Une hésitation lui vint à elle. Vous savez, je n'ai rien, pas 4 sous. Il balbutia car il était ivre comme Silène. Moi, j'ai 5000 francs d'économie. Elle s'écria triomphante. Alors, nous pourrions nous établir. Il devint inquiet. Nous établir quoi? Est-ce que je sais, moi? Nous verrons. Avec 5000 francs, on fait bien des choses. Vous ne voulez pas que j'aille habiter dans votre pension, n'est-ce pas? Il n'avait point prévu jusque-là, et il bégayait fort perplexe. Nous établir quoi? Ce n'est pas commode. Moi, je ne sais que le latin. Elle réfléchissait à son tour, passant en revue toutes les professions qu'elle avait ambitionnées. Vous ne pourriez pas être médecin? Non, je n'ai pas de diplôme. Ni pharmacien? Pas davantage. Elle poussa un cri de joie. Elle avait trouvé. Alors, nous achèterons une épicerie. Oh, quelle chance! Nous achèterons une épicerie. Pas grosse, par exemple. Avec 5000 francs, on ne va pas loin. Il eut une révolte. Non, je ne peux pas être épicier. Je suis trop connu. Je ne sais que le latin, moi. Mais elle lui enfonçait dans la bouche un verre plein de champagne. Il but et se tut. Nous remontâmes dans le bateau. La nuit était noire, très noire. Je vis bien cependant qu'ils se tenaient par la taille et qu'ils s'embrassèrent plusieurs fois. Ce fut une catastrophe épouvantable. Notre escapade découverte fit chasser le père Piquedin, et mon père indigné m'envoya finir ma philosophie dans la pension Ribaudet. Je passai mon bachot 6 semaines plus tard, puis j'allai à Paris faire mon droit et ne revins dans ma ville natale qu'après 2 ans. Au détour de la rue du Serpent, une boutique m'accroche à l'œil. On lisait « Produits coloniaux Piquedin », puis dessous, afin de renseigner les plus ignorants, « Épicerie ». Je m'écriai « Quantum mutatus abilo ». Il leva la tête, lâcha sa cliente et se précipita sur moi les mains tendues. « Ah, mon jeune ami, vous voici. Quelle chance, quelle chance !» Une belle femme très ronde quitta brusquement le comptoir et se jeta sur mon cœur. J'eus de la peine à la reconnaître tant elle avait engraissé. Je demandai. Alors, ça va. Piquedin s'était remis à peser. Oh, très bien, très bien. J'ai gagné 3000 francs nets cette année. Et le latin, monsieur Piquedin? Oh mon Dieu, le latin. Le latin. Le latin, voyez-vous, il ne nourrit pas son âme. L'histoire du soir. Il y avait une fois un pêcheur et sa femme qui habitaient ensemble une cahute au bord de la mer. Le pêcheur allait tous les jours jeter son hameçon, et il le jetait et le jetait encore. Un jour, il était assis près de sa ligne sur le rivage, le regard tourné du côté de l'eau limpide, et il restait assis, toujours assis.
Tout à coup, il vit l'hameçon plonger et descendre profondément. Et quand il le retira, il tenait au bout une grosse barbue. La barbue lui dit : « Je te prie de me laisser vivre, je ne suis pas une vraie barbue, je suis un prince enchanté. À quoi te servirait de me faire mourir ? Je ne serai pas pour toi un grand régal, rejette-moi dans l'eau et laisse-moi nager. » Vraiment, dit l'homme, tu n'as pas besoin d'en dire si long. Je ne demande pas mieux que de laisser nager à son aise une barbue qui sait parler. Il la rejeta dans l'eau, et la barbue s'y replongea jusqu'au fond, en laissant après elle une longue traînée de sang. L'homme alla retrouver sa femme dans la cahute. « Mon homme, lui dit-elle, n'as-tu rien pris aujourd'hui ? » « Non, dit l'homme, j'ai pris une barbue qui m'a dit qu'elle était un prince enchanté, et je l'ai laissée nager comme auparavant. »« N'as-tu rien demandé pour toi ? Dit la femme. »« Non, dit l'homme, et qu'aurais-je demandé ? » ?»« Ah, dit la femme, c'est pourtant triste d'habiter toujours une cahute sale et infecte comme celle-ci. Tu aurais pu pourtant demander pour nous une petite chaumière. Retourne et appelle la barbue. Dis-lui que nous voudrions avoir une petite chaumière, elle fera cela certainement. Tu l'as prise et tu l'as laissée nager comme auparavant. Elle le fera. Vas-y sur le champ. L'homme ne s'en souciait point, pourtant il se rendit au bord de la mer, et quand il y fut, il la vit toute jaune et toute verte. Il s'approcha de l'eau et dit : « Tararondin, petit poisson, gentil fretin. Mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. » La barbue s'avança vers lui et lui dit : « Que veut-elle donc ? Je t'ai prise tout à l'heure. Ma femme prétend que j'aurais dû te demander quelque chose. Elle s'ennuie de demeurer dans une cahute, elle voudrait bien avoir une chaumière. » « Retourne sur tes pas, dit la barbue, elle l'a déjà. » L'homme s'en retourna, et sa femme n'était plus dans sa cahute. À sa place était une petite chaumière, et sa femme était assise à la porte sur un banc. Elle le prit par la main et lui dit : « Entre donc et regarde, cela vaut pourtant bien mieux. » Ils entrèrent, et dans la chaumière était une jolie petite salle, une chambre où étaient placés leurs lits, une cuisine et une salle à manger avec une batterie de cuivre et d'étain très brillants, et tout l'attirail d'un service complet. Derrière était une petite cour avec des poules et des canards, et un petit jardin avec des légumes et des fruits. « Vois, dit la dame, n'est-ce pas joli ? » « Oui, dit l'homme, restons comme cela, nous allons vivre vraiment heureux. »« Nous y réfléchirons, dit la femme. Là-dessus, ils mangèrent et se mirent au lit. Cela alla bien ainsi pendant 8 ou 15 jours, puis la femme dit : « Écoute, mon homme, cette chaumière est aussi trop étroite, et la cour et le jardin sont si petits. La barbue aurait bien pu, en vérité, nous donner une maison plus grande. J'aimerais à habiter un grand château en pierre. Va trouver la barbue, il faut qu'elle nous donne un château. »« Ah, dit l'homme, cette chaumière est vraiment fort bien, à quoi bon servirait d'habiter un château ? » ?»« Mais, dit la femme, vas-y, la barbue peut très bien le faire. »« Non, dit l'homme, la barbue vient tout justement de nous donner cette chaumière, je ne veux pas retourner vers elle, je craindrais de l'importuner. »« Vas-y, dit la femme, elle peut le faire, elle le fera volontiers. Va, te dis-je. » L'homme sentait cette démarche lui peser sur le cœur et ne se souciait point de l'affaire. Il se disait à lui-même : « Cela n'est pas bien. » Pourtant, il obéit.
Quand il arriva près de la mer, l'eau était violette et d'un bleu sombre, grisâtre et prête à se soulever. Elle n'était plus verte et jaune comme auparavant, pourtant elle n'était point agitée. Le pêcheur s'approcha et dit: « Tararondin, petit poisson, gentil fretin. Mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. » « Et que veut-elle donc ?» dit la Barbue. « Ah !» dit l'homme à demi troublé, « elle veut habiter un grand château de pierre. »« Va, » dit la Barbue, « tu la trouveras sur la porte. » L'homme s'en alla et croyait retrouver son logis. Mais comme il approchait, il vit un grand château de pierre, et sa femme se tenait en haut du perron. Elle allait entrer dans l'intérieur. Elle le prit par la main et lui dit: « Entre avec moi. » Il la suivit, et dans le château était un vestibule immense dont les murs étaient plaqués de marbre. Il y avait une foule de domestiques qui ouvraient avec fracas les portes devant eux. Les murs étaient brillants et couverts de belles tentures. Dans les appartements, les sièges et les tables étaient en or, des lustres en cristal étaient suspendus au plafond, et partout aussi des tapis de pied dans les chambres et les salles. Des mets et des vins recherchés chargeaient les tables à croire qu'elles allaient rompre. Derrière le château était une grande cour renfermant des étables pour les vaches et des écuries pour les chevaux. Il y avait des carrosses magnifiques, en plus d'un grand et superbe jardin rempli des plus belles fleurs et d'arbres à fruits. « Eh bien, » dit la femme, « cela n'est-il pas beau ?»« Ah oui, » dit l'homme, « tenons-nous-en là. Nous habiterons ce beau château et nous vivrons contents. »« Nous y réfléchirons, » dit la femme. « Dormons là-dessus d'abord. » Et nos gens se couchèrent. Le lendemain, la femme s'éveilla comme il faisait grand jour, et de son lit elle vit la belle campagne qui s'offrait devant elle. L'homme étendait les bras en s'éveillant. Elle le poussa du coude et dit: « Mon homme, lève-toi et regarde par la fenêtre. Vois, ne pourrions-nous pas devenir rois de tout ce pays? Va trouver la Barbue, nous serons rois. » « Ah, dit l'homme, pourquoi serions-nous rois? Je ne m'en sens nulle envie. »« Bon, dit la femme, si tu ne veux pas être roi, moi je veux être reine. Va trouver ta Barbue, je veux être reine. »« Ah, dit l'homme, pourquoi veux-tu être reine? Je ne me soucie point de lui dire cela. »« Et pourquoi pas, dit la femme, vas-y à l'instant. Il faut que je sois reine. » L'homme y alla, mais il était tout consterné de ce que sa femme voulait être reine. « Cela n'est pas bien. Cela n'est vraiment pas bien, pensait-il. Je ne veux pas y aller. » Il y alla pourtant. Quand il approcha de la mer, elle était d'un gris sombre, l'eau bouillonnait du fond à la surface et répandait une odeur fétide. Il s'avança et dit: « Tararondin, petit poisson, gentil fretin. Mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. »« Et que veut-elle donc ?» dit la Barbue. « Ah, dit l'homme, elle veut devenir reine. »« Retourne, elle l'est déjà, » dit la Barbue. L'homme partit, et quand il approcha du palais, il vit que le château s'était de beaucoup agrandi. Des gardes étaient en sentinelle à la porte, et il y avait là des soldats en foule avec des trompettes et des timbales. Comme il entrait dans l'édifice, il vit de tous côtés le marbre le plus pur, enrichi d'or. Il y avait des tapis de velours et de grands coffres d'or massif. Les portes de la salle s'ouvrirent. Tout
Toute la cour y était réunie. Sa femme était assise sur un trône élevé, tout d'or et de diamants. Elle portait sur la tête une grande couronne d'or, et elle tenait dans sa main un sceptre d'or pur garni de pierres précieuses. Et à ses côtés étaient placées sur un double rang 6 jeunes filles, plus petites de la tête l'une que l'autre. Il s'avança et dit : « Ah, femme, te voilà donc reine. » « Oui, dit-elle, je suis reine. » Il se plaça devant elle et la regarda. Et quand il l'eut contemplée un instant, il dit : « Ah, femme, quelle belle chose que tu sois reine. Maintenant, nous n'avons plus rien à désirer. »« Point du tout, mon homme, dit-elle tout agitée. Le temps me dure fort de tout ceci. Je n'y puis plus tenir. Va trouver la Barbue, je suis reine, il faut maintenant que je devienne impératrice. »« Ah, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu devenir impératrice ? » ?»« Mon homme, dit-elle, va trouver la Barbue, je veux être impératrice. »« Elle ne peut pas te faire impératrice, dit l'homme. Je n'oserais pas dire cela à la Barbue. Il n'y a qu'un empereur dans l'Empire. La Barbue ne peut pas faire un empereur, elle ne le peut vraiment pas. »« Je suis reine, dit la femme, et tu es mon mari. Veux-tu bien y aller à l'instant même ? Va. » Il fallut qu'il marchât, mais tout en s'éloignant, il était troublé et se disait en lui-même : « Cela n'ira pas bien, empereur, c'est trop demandé. La Barbue se lassera. » Tout en songeant ainsi, il vit que l'eau était noire et bouillonnante. L'écume montait à la surface et le vent la soulevait en soufflant avec violence. Il se sentit frissonner. Il approcha et dit : « Tararondin, tararondin, petit poisson, gentil fretin. Mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. »« Et que veut-elle donc ? dit la Barbue. »« Ah, Barbue, dit-il, ma femme veut devenir impératrice. »« Retourne, dit la Barbue, elle l'est maintenant. » L'homme revint sur ses pas, et quand il fut de retour, tout le château était d'un marbre poli, enrichi de figures d'albâtre et décoré d'or. Des soldats étaient en nombre devant la porte. Ils sonnaient de la trompette, frappaient les timbales et battaient le tambour. Dans l'intérieur du palais, les barons, les comtes et les ducs allaient et venaient en qualité de simples serviteurs. Ils lui ouvrirent les portes, qui étaient d'or massif. « Ma femme, te voilà donc impératrice. »« Oui, dit-elle, je suis impératrice. » Alors il se plaça devant elle et la contempla. Puis quand il l'eut considérée un instant : « Femme, dit-il, quelle belle chose que de te voir impératrice. »« Mon homme, dit-elle, que fais-tu là planté ? Je suis impératrice, je veux maintenant être pape. Va trouver la Barbue. »« Ma femme, dit l'homme, que demandes-tu là ? Tu ne peux pas devenir pape, il n'y en a qu'un seul dans la chrétienté. La Barbue ne peut pas faire cela pour toi. »« Mon homme, dit-elle, je veux devenir pape. Va vite, il faut que je sois pape aujourd'hui même. »« Non, ma femme, dit l'homme, je ne puis pas lui dire cela. Cela ne peut pas être ainsi, c'est trop. La Barbue ne peut pas te faire pape. »« Que de paroles, mon homme, dit la femme. Elle a pu me faire impératrice, elle peut aussi bien me faire pape. Marche, je suis impératrice et tu es mon homme. Vite, mets-toi en chemin. » Il eut peur et partit, mais le cœur lui manquait.
Il tremblait, avait des frissons, et ses jambes et ses genoux flageolaient sous lui. Le vent soufflait dans la campagne. Les nuages couraient, et l'horizon était sombre vers le couchant. Les feuilles s'agitaient avec bruit sur les arbres. L'eau se soulevait et grondait comme si elle eût bouillonné. Elle se brisait à grand bruit sur le rivage. Et il voyait de loin les navires qui tiraient le canon d'alarme et dansaient et bondissaient sur les vagues. Le ciel était bleu encore à peine sur un point de son étendue. Mais tout autour, des nuages d'un rouge menaçant annonçaient une terrible tempête. Il s'approcha tout épouvanté et dit « Tararondin, tararondin, petit poisson, gentil fretin, mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. » « Et que veut-elle donc ?» dit la Barbue. « Ah, dit l'homme, elle veut devenir pape. »« Retourne, dit la Barbue, elle l'est à cette heure. » Il revint, et quand il arriva, il vit une immense église tout entourée de palais. Il perça la foule du peuple pour y pénétrer. À l'intérieur, tout était éclairé de 1000 et 1000 lumières. Sa femme était revêtue d'or de la tête aux pieds. Elle était assise sur un trône beaucoup plus élevé que l'autre et portait 3 énormes couronnes d'or. Elle était environnée d'une foule de prêtres. À ses côtés étaient placées 2 rangées de cierges dont le plus grand était épais et haut comme la plus haute tour, et le plus petit pareil au plus petit flambeau de cuisine. Tous les empereurs et les rois étaient agenouillés devant elle et baisaient sa mule. « Ma femme, dit l'homme en la contemplant, il est donc vrai que te voilà pape. »« Oui, dit-elle, je suis pape. » Alors il se plaça devant elle et se mit à la considérer. Il lui semblait qu'il regardait le soleil. Et quand il l'eut contemplé un moment, « Ma femme, dit-il, quelle belle chose que de te voir pape. » Mais elle demeurait roide comme une souche et ne bougeait pas. Il lui dit « Ma femme, tu seras contente maintenant, te voilà pape. Tu ne peux pas désirer d'être quelque chose de plus. »« J'y réfléchirai, dit la femme. Là-dessus, ils allèrent se coucher. Mais elle n'était pas contente. L'ambition l'empêchait de dormir, et elle pensait toujours à ce qu'elle voudrait devenir. L'homme dormit très bien et profondément. Mais la femme ne put s'assoupir un instant. Elle se tourna d'un côté sur l'autre pendant toute la nuit, pensant toujours à ce qu'elle pourrait devenir. Elle ne trouvait plus rien à imaginer. Cependant, le soleil se levait, et quand elle aperçut l'aurore, elle se dressa sur son séant et regarda du côté de la lumière. Lorsqu'elle vit que les rayons du soleil entraient par la fenêtre. « Ah, pensa-t-elle, ne puis-je aussi commander de se lever au soleil et à la lune ? Mon homme, dit-elle en le poussant du coude, réveille-toi, va trouver la Barbue, je veux devenir pareil au bon Dieu. » L'homme était encore tout endormi, mais il fut tellement effrayé qu'il tomba de son lit. Il pensa qu'il avait mal entendu. Il se frotta les yeux et dit « Ma femme, que dis-tu ? » « Mon homme, dit-elle, si je ne peux pas ordonner au soleil et à la lune de se lever, et s'il faut que je les voie se lever sans mon commandement, je n'y pourrai tenir. Je n'aurai pas une heure de bon temps. Je songerai toujours que je ne puis les faire lever moi-même. » Et en disant cela, elle le regarda d'un air si effrayant qu'il sentit un frisson lui courir par tout le corps. « Marche à l'instant, je veux devenir pareil au bon Dieu. »« Ma femme, dit l'homme en se jetant à ses genoux,
La barbue ne peut pas faire cela. Elle peut bien te faire impératrice et pape, mais je t'en prie, rentre en toi-même et contente-toi d'être pape. » Alors elle se mit en fureur. Ses cheveux volèrent en désordre autour de sa tête. Elle déchira son corsage et donna à son mari un coup de pied en criant: « Je n'y tiens plus, je n'y puis plus tenir. Veux-tu marcher à l'instant même ?» Alors il s'habilla rapidement et se mit à courir comme un insensé. Mais la tempête était déchaînée. Elle grondait si furieuse qu'à peine il pouvait tenir sur ses pieds. Les maisons et les arbres étaient ébranlés, les éclats de rochers roulaient dans la mer. Le ciel était noir comme de la poix. Il tonnait, il éclairait, et la mer soulevait des vagues noires aussi hautes que des clochers et des montagnes. À leur sommet, elles portaient toute une couronne blanche d'écume. Il se mit à crier, à peine lui-même pouvait-il entendre ses propres paroles. « Tararondin, tararondin, petit poisson, gentil fretin. Mon Isabeau crie et tempête, il en faut bien faire à sa tête. » « Et que veut-elle donc ?» dit la barbue. « Ah, dit-il, elle veut devenir pareille au bon Dieu. » « Retourne, répondit la barbue. Tu la trouveras logée dans la cahute. » Et ils y logent encore, aujourd'hui, à l'heure qu'il est. L'histoire du soir. La rue North Richmond, finissant en impasse, était une rue tranquille, sauf à l'heure où sortaient les garçons de l'école chrétienne des frères. Une maison à 2 étages, inhabitée, s'élevait au bout de l'impasse, séparée de ses voisines par un tertre carré. Les autres maisons de la rue, conscientes des vies décentes qu'elles abritaient, opposaient leurs faces imperturbables et brunes. Celui qui avait habité notre maison avant nous, un prêtre, était mort dans le salon du derrière. Il flottait un air rare dans toutes les chambres closes depuis longtemps, et le débarras, derrière la cuisine, était jonché de vieux papiers inutiles. Parmi ceux-ci, je découvris quelques livres à reliure de papier dont les pages étaient humides et enroulées. L'abbé de Walter Scott, le dévot communiant et les mémoires de Vidocq. Le jardin inculte derrière la maison avait un pommier au milieu et quelques buissons épars. Et sous l'un d'eux, je découvris la pompe à bicyclette toute rouillée du dernier habitant. C'était un prêtre très charitable. Il avait laissé par testament tout son argent aux bonnes œuvres et son mobilier à sa sœur. En hiver, quand les jours raccourcissaient, le crépuscule arrivait avant que nous ayons fini de dîner, et quand nous nous retrouvions dans la rue, les maisons étaient déjà devenues toutes sombres. Le coin de ciel au-dessus de nous était d'un violet toujours changeant, et vers lui, les réverbères de la rue tendaient leurs faibles lanternes. L'air froid nous piquait, et nous jouions jusqu'à ce que nos corps fussent tout brûlants. Nos cris se répandaient dans la rue silencieuse. Le cours de nos jeux nous entraînait par les sentiers boueux et sombres jusque derrière les maisons, et nous jouions en hordes sauvages depuis les masures jusqu'aux portes des jardins obscurs et mouillés. Et quand nous revenions vers la rue, la lumière, par les fenêtres des cuisines, emplissait les petites cours. Si nous apercevions mon oncle en train de tourner l'angle, nous nous cachions dans l'ombre jusqu'à ce que nous l'ayons vu entrer sans dommage dans la maison. Ou si la sœur de Mangane sortait sur le pas de la porte et l'appelait pour le souper, nous la surveillions de notre coin obscur qui regardait en haut et en bas de la rue. Nous attendions pour voir si elle resterait ou s'en irait, et si elle s'obstinait,
nous laissions notre noire cachette et marchions résignés vers la porte de Mangane. Elle nous attendait, sa silhouette dessinée par la lumière de la porte entr'ouverte. Son frère la taquinait toujours avant d'obéir, et je restais près de la grille à la regarder. Chaque matin, je m'asseyais sur le parquet dans le salon du devant pour surveiller sa porte. Le store était baissé jusqu'à 2 centimètres du châssis, de sorte que personne ne pouvait me voir. Quand elle apparaissait sur le seuil, mon cœur bondissait. Je courais vers le hall, saisissais mes livres et la suivais. Je ne perdais jamais de vue la silhouette brune, et lorsqu'elle arrivait au point où nos chemins divergeaient, j'allongeais le pas afin de la dépasser. Ceci se renouvelait tous les matins. Je ne lui avais jamais parlé, sauf un petit mot quelconque de temps à autre, et cependant à son nom mon sang ne faisait qu'un tour. Son image m'accompagnait partout, même aux endroits les moins romantiques. Le samedi soir, quand ma tante allait au marché, il me fallait l'accompagner pour porter les paquets. Nous allions par ces rues brillantes, coudoyés par les hommes ivres et les marchandes, au milieu des jurons des ouvriers et des notes nasillardes des chanteurs des rues, qui chantaient une chanson populaire sur O Donovan Rossa ou une ballade sur les troubles de notre pays natal. Tous ces bruits convergeaient en une seule sensation pour moi. Je m'imaginais porter mon calice sain et sauf au milieu d'un monde d'ennemis. Son nom montait à mes lèvres par moments en prières étranges et en louanges que je ne comprenais pas moi-même. Souvent, mes yeux s'emplissaient de larmes, je ne saurais dire pourquoi, et d'autres fois il y avait comme un flot qui partait de mon cœur pour aller se répandre dans mon sein. Je pensais peu à l'avenir. Je ne savais pas si je lui parlerais un jour ou jamais. Ou si je lui parlais, comment je lui exprimerais ma confuse adoration. Mais mon corps était comme une harpe, et ses mots et ses gestes comme les doigts qui couraient sur les cordes. Un soir, j'entrai par derrière dans le salon où le prêtre était mort. C'était un soir sombre et pluvieux, et il n'y avait aucun bruit dans la maison. Par un des carreaux cassés, j'entendais la pluie heurter la terre de ces petites aiguilles d'eau incessantes qui jouaient sur les plates-bandes trempées. Une lampe éloignée ou une fenêtre éclairée rayonnait au-dessous de moi. J'étais reconnaissant de ne pouvoir distinguer que si peu de choses. Tous mes sens semblaient vouloir se voiler. Je pressais mes paumes jusqu'à les faire trembler en murmurant « Amour ». Un jour enfin, elle m'adressa la parole. Au premier mot qu'elle me dit, je me sentis si confus que je ne sus que répondre. Elle me demanda « Allez-vous à l'Arabie ?» Je ne me rappelle plus si je répondis oui ou non. « Ce doit être une foire de charité splendide, dit-elle, et j'aimerais tant y aller. » « Et pourquoi ne pouvez-vous pas ?» demandai-je. En parlant, elle faisait tourner sans cesse un bracelet d'argent à son poignet. Elle ne pouvait pas, dit-elle, parce que pendant cette semaine, il y aurait une retraite à son couvent. Elle s'appuyait sur l'un des barreaux et penchait la tête vers moi. La lampe de la porte d'en face éclairait la courbe blanche de son cou, enflammait ses cheveux, et plus bas illuminait la main sur la grille. « Si je vais, répondis-je, je vous rapporterai quelque chose. » Quelques innombrables folies consumèrent mes pensées, endormies ou éveillées à partir de ce soir-là. J'aurais voulu anéantir l'intervalle de ces jours monotones. Je m'emportais contre les heures d'école. La nuit dans ma chambre et le jour en classe, son image s'interposait entre moi et la page que je m'efforçais de lire. Les syllabes du mot Arabie chantaient vers moi au milieu du silence dans lequel mon âme s'abandonnait.
elle me jetait dans un enchantement tout oriental. Je demandai la permission d'aller à la foire le samedi soir. Ma tante en fut surprise et dit qu'elle espérait que ce n'était pas pour quelque réunion de francs-maçons. Je répondais peu en classe. Je regardais le visage du professeur qui d'aimable devenait sévère. Il espérait, disait-il, que je n'allais pas devenir paresseux. Il m'était impossible de rassembler mes idées vagabondes. Je n'avais presque plus de patience pour l'ouvrage sérieux de la vie. Maintenant qu'il était au travers de mes désirs, il me semblait un simple jeu d'enfant, un jeu si laid, si monotone. Le samedi matin, je rappelai à mon oncle que je désirais aller à la foire ce soir-là. Il s'agitait auprès du porte-manteau, cherchant la brosse à chapeau, et me répondit sèchement. « Oui, mon garçon, je sais. » Comme il était dans le hall, je ne pus aller regarder par la fenêtre du salon. Je sentis une mauvaise humeur régner dans la maison et je marchai lentement vers l'école. L'air était impitoyablement cru et déjà mon cœur faiblissait. Quand je rentrai pour dîner, mon oncle était encore sorti. Je m'assis et fixai quelque temps la pendule. Puis son tic-tac finissant par m'irriter, je quittai la chambre. Je remontai l'escalier et gagnai la partie supérieure de la maison. Les chambres hautes, froides, vides et sombres libérèrent mon âme, et j'allai de pièce en pièce en chantant. De la fenêtre donnant sur la rue, je vis mes compagnons qui jouaient. Leurs cris parvenaient, affaiblis et confus. Appuyant mon front sur la vitre froide, je regardais en face la maison qu'elle habitait. Je restai bien là 1 heure entière, mon imagination ne voyant qu'une silhouette en robe brune, qu'une lampe éclairant discrètement la courbe de la nuque, la main sur les barreaux et l'ourlet de sa robe. Quand je descendis de nouveau, je trouvai Madame Mercé assise devant le feu. C'était une vieille bavarde, la veuve d'un prêteur sur gage qui collectionnait les timbres usagés pour une œuvre pieuse quelconque. Il me fallut endurer ce bavardage autour de la table à thé. Le repas se prolongea plus d'1 heure et mon oncle n'arrivait toujours pas. Madame Mercé se leva pour s'en aller. Elle était fâchée, mais ne pouvait attendre plus longtemps car il était 8 heures passées et elle n'aimait pas à sortir trop tard, l'air du soir étant mauvais pour elle. Quand elle fut partie, je commençai à arpenter la chambre de long en large en serrant les poings. Ma tante dit « J'ai peur qu'il ne te faille renoncer à cette foire. » À 9 heures, j'entendis la clé de mon oncle dans la serrure. Il parlait tout seul et j'entendis le porte-manteau basculer sous le poids de son par-dessus. Je pouvais interpréter ses signes. Quand il fut au milieu de son repas, je lui demandai de me donner l'argent pour aller à l'exposition. Il avait oublié. Les gens sont au lit et leur premier sommeil est passé, dit-il. Je ne souris pas. Ma tante lui dit avec énergie. Ne peux-tu pas lui donner l'argent et le laisser filer? Voilà assez longtemps qu'il t'attend. Mon oncle répondit qu'il était très fâché d'avoir oublié. Il dit qu'il croyait au vieil adage « Rien que du travail et point de plaisir fait de Jack un mauvais garçon ». Je tenais un florin serré dans ma main comme je déambulais vers la gare de la rue Buckingham. La vue des rues remplies d'acheteurs et brillantes de lumière me rappela le but de mon voyage. Je pris une place de 3e dans un train vide. Après une intolérable attente, le train démarra lentement. Il grimpait le long de maisons en ruine et par-dessus la rivière scintillante. À la gare de Westland Row,
une foule de gens se pressait aux portes des compartiments. Mais les porteurs les refoulèrent, disant que ce train-là était un spécial pour la foire. Et je restai seul dans mon wagon vide. Quelques minutes après, le train s'arrêta devant une plateforme en bois improvisée. En arrivant dans la rue, je vis au cadran lumineux d'une horloge qu'il était 10h moins 10, et devant mes yeux, il y avait un grand bâtiment sur lequel s'étalaient les lettres magiques. Je ne trouvais aucune entrée à 6 pence. Aussi de peur que la foire ne fermât, je passai rapidement par un tourniquet et tendis un shilling à un homme qui avait l'air fatigué. Je me trouvais dans un grand hall, ceinturé à la moitié de sa hauteur par une galerie. Presque toutes les boutiques étaient fermées, et la plus grande partie du hall dans l'obscurité. Le silence qui régnait me paraissait semblable à celui d'une église après les offices. Je marchai timidement jusqu'au milieu du bâtiment. Quelques personnes étaient réunies autour des boutiques encore ouvertes. Devant un rideau, au-dessus duquel les mots café chantant étaient écrits en lampes de couleur, 2 hommes comptaient de l'argent sur un plateau. J'écoutais le tintement de la monnaie qui tombait. Me rappelant avec difficulté pourquoi j'étais venu, je m'approchai d'une des boutiques et j'examinai des vases en porcelaine et des services à thé à fleurs. À la porte de la boutique, une jeune fille causait et riait avec 2 jeunes gens. Je remarquai leur accent anglais et j'écoutai vaguement leur conversation. M'apercevant, la jeune fille vint vers moi et me demanda si j'avais envie d'acheter quelque chose. Le ton de sa voix n'était pas encourageant, elle semblait ne m'avoir parlé que par acquis de conscience. Je regardai humblement les grandes jarres qui, comme des sentinelles orientales, s'élançaient de chaque côté de l'entrée sombre de la boutique. Je murmurai « Non merci ». La jeune fille changea la position de l'un des vases et retourna vers les 2 jeunes gens. Ils recommencèrent à parler du même sujet. 1 ou 2 fois, la jeune fille me regarda par-dessus son épaule. Je m'attardai devant sa boutique, tout en sachant combien c'était inutile, afin de faire croire au réel intérêt que je prenais à ces marchandises. Puis lentement, je m'en allai et marchai jusqu'au milieu du bâtiment. Je faisais sonner les 2 pence avec les 6 pence dans ma poche. J'entendis une voix crier de l'autre côté de la galerie que la lumière était éteinte. La partie supérieure du hall était maintenant tout à fait noire. Levant la tête pour regarder dans cette obscurité, il me sembla me voir moi-même, petite épave que l'orgueil chassait et tournait en dérision. L'histoire du soir. Sortis du port de Cannes à 3h du matin, nous avons pu recueillir encore un reste des faibles brises que les golfes exhalent vers la mer pendant la nuit. Puis un léger souffle du large est venu, poussant le yacht couvert de toile vers la côte italienne. C'est un bateau de 20 tonneaux tout blanc, avec un imperceptible fil doré qui le contourne comme une mince cordelière sur un flanc de cygne. Tout à l'arrière, la dernière voile, l'artimon, semble dormir. Et tout le monde bientôt sommeille sur le pont. C'est un après-midi d'été sur la Méditerranée. La dernière brise est tombée. Le soleil féroce emplit le ciel et fait de la mer une plaque molle et bleuâtre, sans mouvement et sans frisson, endormie aussi sous un miroitant duvet de brume qui semble la sueur de l'eau. Malgré les tentes que j'ai fait établir pour me mettre à l'abri, la chaleur est telle sous la toile que je descends au salon me jeter sur un divan. Il fait toujours frais dans l'intérieur. Le bateau est profond,
construit pour naviguer dans les mers du Nord et supporter les gros temps. On peut vivre, un peu à l'étroit, équipage et passagers, à 6 ou 7 personnes dans cette petite demeure flottante, et on peut asseoir 8 convives autour de la table du salon. L'intérieur est en pin du Nord verni, avec encadrement de teck, éclairé par les cuivres des serrures, des ferrures, des chandeliers, tous les cuivres jaunes et gais qui sont le luxe des yachts. De quart d'heure en quart d'heure, le matelot qui s'assoupit à la barre tout saute et crache. Et ce minuscule battement, troublant seul l'immense repos des éléments, me donne soudain la surprenante sensation des solitudes illimitées où les murmures des mondes, étouffés à quelques mètres de leur surface, demeurent imperceptibles dans le silence universel. Il semble que quelque chose de ce calme éternel de l'espace descend et se répand sur la mer immobile par ce jour étouffant d'été. C'est quelque chose d'accablant, d'irrésistible, d'endormeur, d'anéantissant comme le contact du vide infini. Toute la volonté défaille, toute pensée s'arrête, le sommeil s'empare du corps et de l'âme. Le soir venait quand je me réveillai. Quelques souffles de brise crépusculaire, très inespérés d'ailleurs, nous poussèrent encore jusqu'au soleil couché. Nous étions assez près des côtes, en face d'une ville, San Remo, sans espoir de l'atteindre. D'autres villages ou petites cités, s'étalant au pied de la haute montagne grise, ressemblaient à des tas de linge blanc mis à sécher sur les plages. Quelques brumes fumées sur les pentes des Alpes effaçaient les vallées en rampant vers les sommets dont les crêtes dessinaient une immense ligne dentelée dans un ciel rose et lilas. Et la nuit tomba sur nous. La montagne disparut, des feux s'allumèrent au ras de l'eau tout au long de la grande côte. Une bonne odeur de cuisine sortit de l'intérieur du yacht, se mêlant agréablement à la bonne et fraîche odeur de l'air marin. Lorsque j'eus dîné, je m'étendis sur le pont. Ce jour tranquille de flottement avait nettoyé mon esprit comme un coup d'éponge sur une vitre ternie, et des souvenirs en foule surgissaient dans ma pensée, des souvenirs sur la vie que je venais de quitter, sur des gens connus, observés ou aimés. Être seul sur l'eau et sous le ciel par une nuit chaude, rien ne fait ainsi voyager l'esprit et vagabonder l'imagination. Je me sentais surexcité, vibrant, comme si j'avais bu des vins capiteux, respiré de l'éther ou aimé une femme. Une petite fraîcheur nocturne mouillait la peau d'un imperceptible bain de brume salée. Le frisson savoureux de ce tiède refroidissement de l'air courait sur les membres, entrait dans les poumons, béatifiait le corps et l'esprit en leur immobilité. Sont-ils plus heureux ou plus malheureux ceux qui reçoivent leurs sensations par toute la surface de leur chair autant que par leurs yeux, leur bouche, leur odorat ou leurs oreilles? C'est une faculté rare et redoutable peut-être que cette excitabilité nerveuse et maladive de l'épiderme et de tous les organes qui fait une émotion des moindres impressions physiques et qui, suivant les températures de la brise, les senteurs du sol et la couleur du jour, impose des souffrances, des tristesses et des joies. Ne pas pouvoir entrer dans une salle de théâtre parce que le contact des foules agite inexplicablement l'organisme entier. Ne pas pouvoir pénétrer dans une salle de bal parce que la gaieté banale et le mouvement tournoyant des valses irritent comme une insulte. Se sentir lugubre à pleurer ou joyeux sans raison, suivant la décoration, les tentures et la décomposition de la lumière dans un logis. Et rencontrer quelquefois
par des combinaisons de perceptions, des satisfactions physiques que rien ne peut révéler aux gens d'organismes grossiers. Est-ce un bonheur ou un malheur? Je l'ignore. Mais si le système nerveux n'est pas sensible jusqu'à la douleur ou jusqu'à l'extase, il ne nous communique que des commotions moyennes et des satisfactions vulgaires. Cette brume de la mer me caressait comme un bonheur. Elle s'étendait sur le ciel, et je regardais avec délice les étoiles enveloppées de ouate, un peu pâlies, dans le firmament sombre et blanchâtre. Les côtes avaient disparu derrière cette vapeur qui flottait sur l'eau et nimbait les astres. On eût dit qu'une main surnaturelle venait d'empacter le monde en des nuées fines de coton pour quelque voyage inconnu. Et tout à coup, à travers cette ombre neigeuse, une musique lointaine venue on ne sait d'où passa sur la mer. Je crus qu'un orchestre aérien errait dans l'étendue pour me donner un concert. Les sons affaiblis mais clairs d'une sonorité charmante jetaient par la nuit douce un murmure d'opéra. Une voix parla près de moi. « Tiens, disait un marin, c'est aujourd'hui dimanche et voilà la musique de San Remo qui joue dans le jardin public. » J'écoutais, tellement surpris que je me croyais le jouet d'un joli songe. J'écoutais longtemps, avec un ravissement infini, le chant nocturne envolé à travers l'espace. Mais voilà qu'au milieu d'un morceau, il s'enfla, grandit, parut accourir vers nous. Ce fut d'un effet si fantastique et si surprenant que je me dressai pour écouter. Certes, il venait, plus distinct et plus fort de seconde en seconde. Il venait à moi. Mais comment? Sur quel radeau fantôme allait-il apparaître? Il arrivait si rapide que malgré moi je regardais dans l'ombre avec des yeux émus. Et tout à coup je fus noyé dans un souffle chaud et parfumé d'aromates sauvages, qui s'épandaient comme un flot plein de la senteur violente des myrtes, des menthes, des citronnelles, des immortelles, des lentisques, des lavandes, des thym, brûlés sur la montagne par le soleil d'été. C'était le vent de terre qui se levait, chargé des haleines de la côte, et qui emportait aussi vers le large en la mêlant à l'odeur des plantes alpestres cette harmonie vagabonde. Je demeurai haletant, si grisé de sensations, que le trouble de cette ivresse fit délirer mes sens. Je ne savais plus vraiment si je respirais de la musique, ou si j'entendais des parfums, ou si je dormais dans les étoiles. Cette brise de fleurs nous poussa vers la pleine mer en s'évaporant par la nuit. La musique alors lentement s'affaiblit, puis se tut, pendant que le bateau s'éloignait dans les brumes. Je ne pouvais pas dormir, et je me demandais comment un poète moderniste, de l'école dite symboliste, aurait rendu la confuse vibration nerveuse dont je venais d'être saisi, et qui me paraît en langage clair, intraduisible. Certes, quelques-uns de ces laborieux exprimeurs de la multiforme sensibilité artiste s'en seraient tirés à leur honneur, disant en vers euphoriques, pleins de sonorités intentionnelles, incompréhensibles et perceptibles cependant, ce mélange inexprimable de sons parfumés, de brumes étoilées et de brises marines, semant de la musique par la nuit. Un sonnet de leur grand patron Baudelaire me revint à la mémoire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté,
les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent le transport de l'esprit et des sens. Est-ce que je ne venais pas de sentir jusqu'au moelle ce verre mystérieux? Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et non seulement ils se répondent dans la nature, mais ils se répondent en nous et se confondent quelquefois dans une ténébreuse et profonde unité, ainsi que le dit le poète par des répercussions d'un organe sur l'autre. Ce phénomène d'ailleurs est connu médicalement. On a écrit cette année même un grand nombre d'articles en le désignant par ces mots. L'audition colorée. Il a été prouvé que chez les natures très nerveuses et très surexcitées, quand un sens reçoit un choc qui l'émeut trop fortement, l'ébranlement de cette impression se communique, comme une onde, aux sens voisins qui le traduisent à leur manière. Ainsi, la musique chez certains êtres éveille des visions de couleurs. C'est donc une sorte de contagion de sensibilité transformée suivant la fonction normale de chaque appareil cérébral atteint. Par là, on peut expliquer le célèbre sonnet d'Arthur Rimbaud, qui raconte les nuances des voyelles, vraie déclaration de foi adoptée par l'école symboliste. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. A noir, corset velu des mouches éclatantes, qui bourdonnent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombrelle. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides. P des pâtis semés d'animaux, pédérides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon, plein de strideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. A-t-il tort, a-t-il raison? Pour le casseur de pierre des routes, même pour beaucoup de nos grands hommes, ce poète est un fou ou un fumiste. Pour d'autres, il a découvert et exprimé une absolue vérité, bien que ces explorateurs d'insaisissable perception doivent toujours différer un peu d'opinion sur les nuances et les images que peuvent évoquer en nous les vibrations mystérieuses des voyelles ou d'un orchestre. S'il est reconnu par la science du jour que les notes de musique agissent sur certains organismes et font apparaître des colorations, si sol peut être rouge, fa, lilas ou vert, pourquoi ces mêmes sons ne provoqueraient-ils pas aussi des saveurs dans la bouche et des senteurs dans l'odorat? Pourquoi les délicats un peu hystériques ne goûteraient-ils pas toutes choses avec tous leurs sens en même temps? Et pourquoi aussi les symbolistes ne révéleraient-ils point des sensibilités délicieuses aux êtres de leur race, poètes incurables et privilégiés? C'est là une simple question de pathologie artistique, bien plus que de véritable esthétique.
Ne se peut-il en effet que quelques-uns de ces écrivains intéressants, névropathes par entraînement, soient arrivés à une telle excitabilité que chaque impression reçue produise en eux une sorte de concert de toutes les facultés perceptrices. Et n'est-ce pas bien cela qu'exprime leur bizarre poésie de son, qui, tout en ayant l'air inintelligible, essaie de chanter en effet la gamme entière des sensations, et de noter par les voisinages des mots, bien plus que par leur accord rationnel et leur signification connue, d'intraduisibles sens, qui sont obscurs pour nous et clairs pour eux. Car les artistes sont à bout de ressources, à court d'inédits, d'inconnus, d'émotions, d'images, de tout. On a cueilli depuis l'Antiquité toutes les fleurs de leur champ. Et voilà que dans leur impuissance, ils sentent confusément qu'il pourrait y avoir peut-être pour l'homme un élargissement de l'âme et de la sensation. Mais l'intelligence a 5 barrières entr'ouvertes et cadenassées qu'on appelle les 5 sens. Et ce sont ces 5 barrières que les hommes épris d'art nouveau secouent aujourd'hui de toute leur force. L'intelligence, aveugle et laborieuse inconnue, ne peut rien savoir, rien comprendre, rien découvrir que par les sens. Ils sont ses uniques pourvoyeurs, les seuls intermédiaires entre l'universelle nature et elle. Elles ne travaillent que sur les renseignements fournis par eux, et ils ne peuvent eux-mêmes les recueillir que suivant leur qualité, leur sensibilité, leur force et leur finesse. La valeur de la pensée dépend donc évidemment d'une façon directe de la valeur des organes, et son étendue est limitée par leur nombre. M. Taine, d'ailleurs, a magistralement traité et développé cette idée. Les sens sont au nombre de 5, rien que 5. Il nous révèle, en les interprétant, quelques propriétés de la matière environnante qui peut, qui doit, recéler un nombre illimité d'autres phénomènes que nous sommes incapables de percevoir. Supposons que l'homme ait été créé sans oreille. Il vivrait tout de même à peu près de la même façon, mais pour lui, l'univers serait muet. Il n'aurait aucun soupçon du bruit et de la musique, qui sont des vibrations transformées. Mais s'il avait reçu en don d'autres organes, puissants et délicats, doués aussi de cette propriété de métamorphoser en perception nerveuse les actions et les attributs de tout l'inexploré qui nous entoure, combien plus varié serait le domaine de notre savoir et de nos émotions. C'est en ce domaine impénétrable que chaque artiste essaie d'entrer, en tourmentant, en violentant, en épuisant le mécanisme de sa pensée. Nos organes sont les nourriciers et les maîtres du génie artiste. C'est l'oreille qui engendre le musicien, l'œil qui fait naître le peintre. Tous concourent aux sensations du poète. Chez le romancier, la vision en général domine. Elle domine tellement qu'il devient facile de reconnaître, à la lecture de toute œuvre travaillée et sincère, les qualités et les propriétés physiques du regard de l'auteur. Le grossissement du détail, son importance ou sa minutie, son empiètement sur le plan et sa nature spéciale indiquent d'une façon certaine tous les degrés et les différences des myopies. La coordination de l'ensemble, la proportion des lignes et des perspectives préférées à l'observation menue, l'oubli même des petits renseignements qui sont souvent les caractéristiques d'une personne ou d'un milieu, en dénonce-t-il pas aussitôt le regard étendu, mais lâche, d'un presbyte. Bonne nuit. Bonne nuit.